Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, ce dont j'aimerais parler, c'est le bouddhisme Tendai. Il y a Sagesse Bouddhiste qui a sorti il y a quelque temps des deux épisodes d'affilée sur le bouddhisme Tendai, dont un qui parle plus spécifiquement des moines marathoniens, qui est quand même un phénomène assez particulier, ce concept de moine marathonien. Donc l'idée, c'est qu'on regarde un petit peu ces épisodes de Sagesse Bouddhiste ensemble. Et avant ça, ben, je voudrais vous faire une petite présentation sur ce qu'est le Tendai. Parce que c'est une école qui est pas forcément une école du bouddhisme japonais qui est pas forcément très très connue chez nous en Europe. Au Japon, c'est bien sûr très très connu. Pourquoi c'est pas connu en Europe? Eh bien simplement parce qu'on a globalement très peu de temples Tendai en Europe. Il y a un petit temple en Angleterre. Il y a apparemment un temple, il y aurait un temple en Italie, j'ai entendu dire. Je sais qu'il y a un moine Tendai qui se balade quelque part en Grèce, mais en France, on n'en a pas du tout. Donc, c'est étonnant que les gens ici ne connaissent pas. Pourtant, au niveau de l'histoire voilà, du bouddhisme au Japon, c'est une école qui a une importance capitale. Donc, eh bien, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Alors, déjà, pour commencer, l'école Tendai. Donc, Tendai, en fait, c'est celui Tendai Shu. C'est l'école de la plateforme céleste. C'est la lecture japonaise de la prononciation chinoise, qui s'écrit pareil en kanji, qui est un Tiantai, qui veut dire également l'école de la plateforme céleste. C'est donc initialement une école chinoise qui a ensuite été ensuite importée ou exportée, on va dire, au Japon. Cette école Tendai, elle a été créée par un moine qui s'appelle Saicho. Alors, Saicho, c'est un moine qui est important, notamment parce que voilà, c'est le fondateur d'une des plus grosses écoles du Japon médiéval, mais aussi parce que c'est un contemporain d'un autre moine très connu qui s'appelle Kukai, qui a fondé une autre école qui s'appelle le Shingon. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable. On a vraiment deux moines contemporains qui ont fondé deux écoles qui vont avoir une importance cruciale dans toute l'histoire du Japon. Ils ont vraiment, d'une certaine façon, influencé euh, très très fortement l'histoire non seulement du bouddhisme, mais aussi l'histoire tout court du Japon, ces deux moines, Kukai et Saicho. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en 804, en fait, on a deux moines qui vont partir du Japon pour aller chercher du bouddhisme en Chine. On a donc, comme je disais, un Kukai et on a Saicho. Ils n'ont pas exactement le même but. Saicho, lui, ce qu'il rêve, c'est d'aller étudier le Tendai. C'est un moine qui est relativement jeune à l'époque, et il commence à voir arriver de temps en temps des textes qui ont un rapport avec l'école Tendai, mais il n'y a rien de systématique et il n'y a surtout personne pour lui enseigner. Donc voilà, il reçoit des textes à droite, à gauche. Et donc lui, il voudrait vraiment pouvoir approfondir cette école Tendai et la ramener ensuite au Japon. Kukai, lui, a un autre but. Il veut étudier le bouddhisme ésotérique qui vient d'arriver en Chine et qui commence à faire vraiment beaucoup de bruit là-bas. Et donc lui, c'est pour ça qu'il va partir en Chine. Sauf que le pauvre Saicho, après à peine 8 mois, il va pas pouvoir rester longtemps. Après 8 mois, il doit retourner au Japon. Et il va ensuite fonder la branche japonaise de l'école Tiantai qui s'appellera le Tendai. Kukai, son comparse, lui, aura la chance de rester un petit peu plus longtemps en Chine. Et donc, Saicho comme Kukai, les deux compères, ils vont choisir une montagne, alors pas la même, ils vont pas se mettre au même endroit, ils vont choisir une montagne pour installer leur école. Kukai, lui, il va choisir le mont Koya et Saicho, il va choisir le mont Hiei. Le mont Hiei, donc Hieizan, c'est une montagne qui se trouve au nord-est de Kyoto, c'est toujours une montagne qui est là, les montagnes ne bougent pas, le complexe de temple est toujours en partie là, et donc c'est toujours visitable. Mais comme c'est un petit peu en écart de Kyoto, en fait, il n'y a pas tant de touristes que ça. Donc ça, c'est une visite que moi, j'ai tendance à conseiller si jamais vous partez à Kyoto, que vous restez quelques jours, pour vous sortir un petit peu de la grosse foule des touristes qu'on peut avoir notamment au centre de Kyoto, et puis surtout les gros sites habituels de Kyoto, Kinkakuji, Ginkakuji, Kiyomizu-dera, etc. Vous pouvez aller faire une petite randonnée au Mont Hiei, ça vous sortira de la ville et vous verrez principalement des Japonais, il y a très peu de touristes étrangers là-bas et ça se fait vraiment sur une journée, un aller-retour comme ça depuis Kyoto. Ça se fait très très bien. Nous, on l'a fait avec les élèves de la formation Objectif Japon l'année dernière. On a fait une petite excursion d'une grosse après-midi au Mont Hiei et vraiment les élèves ont adoré cette partie-là. C'était incroyable et normalement on va le refaire cette année. Ça va être fou. Alors,
Maintenant, quelques informations intéressantes, hein, c'est un peu le drama de la relation entre Kukai et Sideshow. Donc, je vous l'ai dit, hein, ces deux moines ils ont globalement le même âge, ils ont à peu près les mêmes aspirations. Mine de rien, ils se ressemblent pas mal, hein, dans leur façon d'être, dans leur façon de penser le bouddhisme. Mais malheureusement, leur relation va un petit peu se dégrader. À la base, donc ils s'entendent très très bien, hein, ils sont partis en Chine ensemble. Et surtout, ils vont rester en contact quand ils vont rentrer. Ils vont. Ils vont s'échanger des livres notamment. Principalement, en fait, Sideshow, il s'est rendu compte que quand il est parti en Chine, il a raté un petit peu des infos concernant le bouddhisme ésotérique qui, ben, du coup, commence à être vraiment à la mode. C'est le truc qui arrive de l'Inde depuis peu de temps en Chine. C'est voilà, c'est le truc tendance du moment. Et Sideshow, il est passé un petit peu à côté. Il a eu quelques infos sur le bouddhisme ésotérique, il a pu un peu étudier, mais il est resté tellement peu de temps en Chine qu'il s'est concentré sur le Tendai, sur le Tiantai ou Tendai, et il n'a pas pu forcément aller au bout de ce qu'il aurait aimé au niveau ésotérique. Donc, bah, qu'est-ce qu'il fait quand il rentre et que Kukai, son copain, rentre aussi? Kukai, lui, qui a fait que ça pendant, je crois, quasiment 2 ans, il a étudié du bouddhisme ésotérique, eh bien. Sideshow va aller voir Kukai, hein, tout simplement. Il va lui dire, bah écoute, est-ce que tu peux faire tourner des bouquins? Est-ce que tu peux voilà, me donner des infos, etc., etc. Mais eh bien, le problème, c'est que la relation va se dégrader simplement parce que Sideshow va prendre aussi l'habitude d'envoyer des disciples, ses propres disciples, hein, chez Kukai, en leur disant bah, les gars, écoutez, Kukai, c'est le spécialiste du bouddhisme ésotérique au Japon, allez vous former un petit peu avec lui, puis quand vous avez fini, vous revenez vers moi. Sauf qu'en fait, les disciples de Sideshow, ils allaient voir Kukai et disaient ah, mais attends, Kukai, c'est vachement bien ce que tu enseignes et tout, je crois que je vais rester. Et puis du coup, après, il disait à Sideshow, bah, en fait, je n'ai pas envie de rentrer. Et du coup, bah, Kukai, il rendait pas les disciples. Et puis Sideshow, apparemment, il y a une légende qui raconte qu'il gardait un peu les bouquins de Kukai aussi. Des fois, il zappait de les rendre. Donc voilà, la morale de cette petite histoire, hein, si vous voulez rester copain avec vos amis moines, eh bien, vous rendez vos disciples et vous rendez vos livres. Voilà. Et pour éviter cette problématique hein, de moines qui rentrent pas, la prochaine génération de moines Tendai en fait, va aller directement se former en Chine pour le bouddhisme ésotérique. Donc ils vont renvoyer une fournée de moines en Chine pour, pour éviter de devoir les envoyer à l'école Shingon et qui rentrent pas derrière. Donc voilà, rendez vos disciples et rendez vos livres aussi. C'était la morale importante de cette histoire. Voilà, ça c'était pour la partie un petit peu drama, un petit peu de drama quand même. Et ils sont un peu insultés, hein, ils ont utilisé des mots un peu durs, j'ai oublié lesquels, mais enfin, en vrai, ils sont pas réellement insultés, mais pour l'époque, c'était un peu dur comme ils se sont dit, oh, ils ont changé des mots qui n'étaient pas très courtois pour des moines, voilà. Ça s'est un peu mal passé, c'est dommage. Alors, le temple principal de l'école Tendai se trouve, comme je le disais, au mont Hiei, à côté de Kyoto, et c'est le Enryakuji. Alors en ce moment, si jamais vous allez visiter le mont Hiei, j'allais dire malheureusement ou heureusement, comme vous voulez, en fait, le Enryakuji est en travaux actuellement. Donc, ils sont en train de refaire notamment la toiture. Donc, comme ils font normalement au Japon quand il y a des travaux sur des temples ou des bâtiments historiques, ils l'ont en fait recouvert tout autour de, de grands pans comme ça de tissu ou de toile pour le cacher. Et aussi au-dessus pour le protéger des intempéries, donc ce qui leur permet de travailler sur le temple sans être embêtés par la pluie, etc. Et donc, bah, malheureusement, vous ne pouvez pas voir ce bel extérieur qu'on voit ici. Là, vous ne pourrez pas le voir. Et par contre, le point positif à tout ça, c'est qu'il est quand même visitable pendant les travaux. Et bonus, eh bien, vous pouvez visiter le chantier. Et ça, c'est vachement intéressant si vous êtes passionné un petit peu d'architecture ou de construction traditionnelle, ou simplement que vous êtes curieux de voir un peu comment des artisans, parce que là, c'est des artisans très spécialisés, travaillent pour refaire la toiture d'un temple qui est là pour le coup millénaire. Euh, eh bien, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment sympa. Du coup, on y allait avec les élèves et ils ont trouvé ça vraiment très cool. C'est une opportunité qui est tellement rare de voir comme ça des artisans japonais travailler sur la toiture d'un vieux temple. C'était très cool. C'était très très cool. Voilà. Et il y a Sab qui dit et tu leur tatoues le prénom de leur maître, effectivement, hein, pour être sûr qu'ils ne partent pas. Hein. Bien sûr, ne faites pas ça. Ne faites pas ça avec vos disciples. Donc voilà, le Enryakuji au mont Hiei, qui est très sympa à voir. Alors, le mont Hiei, je vais lui donner aussi quelques petites infos. Le mont Hiei, en fait, il abrite toujours de nombreux temples, mais ce nombre actuellement est vraiment beaucoup, beaucoup plus faible que ce qu'il y avait au Moyen Âge. Au Moyen Âge, c'était vraiment une ville de temples, c'était gigantesque. Il y avait plusieurs milliers de moines hein, qui vivaient au mont Hiei, dont les fameux moines guerriers.
Donc là, c'était une petite spécificité que les gens, qui surprend souvent les gens, hein, le fait qu'il y avait des moines guerriers à l'époque. Les moines guerriers, en fait, hein, ils étaient souvent plus guerriers que moines, c'était souvent plus des sortes de mercenaires que réellement des moines. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le Tendai, à l'époque médiévale, à l'époque un peu de l'âge d'or du bouddhisme, le Tendai va servir un petit peu de planque euh, aux moines, enfin aux nobles plutôt, soit qui ont perdu un petit peu de leur popularité, soit simplement ben, le deuxième fils de la famille, on ne sait pas trop quoi en faire, et ben on va l'envoyer à l'école Tendai et puis il va prendre des positions importantes dans la religion. Donc ça c'est le classique. Ah, salut Cartissu. Et donc il y a beaucoup de nobles en fait qui se retrouvent dans des positions haut placées dans le Tendai. Et eh bien, ils vont commencer à recruter des mercenaires autour d'eux pour pouvoir se défendre et aussi aller, ben, des fois descendre à la capitale, hein. On est au Mont Hiei, donc on est juste au-dessus de Kyoto. Quand des fois, voilà, le gouvernement passe des décrets qui ne plaisent pas trop aux moines, hop, tout le monde descend avec les moines guerriers. On va taper à la porte des officiels, on va leur dire ton décret, tu sais, il est pas très sympa en fait. Tu peux peut-être l'enlever, s'il te plaît. Puis dans le doute, on reste là jusqu'à ce que tu l'enlèves. Puis une fois que tu auras enlevé, on remontera avec nos tas de moines guerriers. Donc voilà, il faisait un petit peu la loi. Donc c'est un peu différent quand les gens imaginent le bouddhisme, hein. Ils pensent pas forcément à on pense pas forcément à cette idée de moines guerriers. Et le problème, c'est que ben, à force d'essayer de faire leur loi avec leurs moines guerriers, eh bien, ça va pas plaire à tout le monde. Et en 1571, il y a Oda Nobunaga qui va attaquer le mont Hiei et qui va entièrement raser le complexe de temple. Il va tout cramer et il va tuer plus de 3000 moines. Donc là, c'est ce que je vous montre ici sur cette illustration, hein. On voit les guerriers de Oda Nobunaga qui attaquent des moines là, qui courent, qui essayent d'échapper en même temps aux flammes. C'est une véritable boucherie. C'est un massacre. Alors, je ne sais pas trop où il s'en sort comment il s'en sort au niveau karmique, notre bon Oda Nobunaga. Moi, quand je joue à Sekiro et que je dois tuer des moines dans Sekiro, je suis déjà un petit peu genre oui, mais enfin, normalement, des moines, c'est pas ouf niveau karmique. Alors que c'est des pixels. Ce sont des moines en pixels. Là, Oda Nobunaga, il en a fait tuer 3000. Voilà, et il a rasé les temples. Tout cramé. Donc voilà, j'espère il est confortable au niveau, au niveau karmique de son côté. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas tenté. Mais malheureusement, du coup, ce qui s'est passé, hein, suite à cette attaque-là, c'est que le Tendai ne va jamais réellement se relever de cette perte incroyable. Et donc, ce que nous, on va trouver actuellement au Mont Hiei, ce n'est que l'ombre, même si c'est déjà très bien, hein. Franchement, à nouveau, je le recommande, ça vaut le coup d'aller voir, c'est dans la nature, c'est magnifique, mais ce n'est vraiment que l'ombre de ce que c'était à l'époque médiévale, quand il y avait 3000 moines, il y avait des temples partout. Là, voilà, il reste des bâtiments, pas mal de bâtiments, mais voilà, c'est rien du tout quoi, par rapport à ce que c'était à l'époque. Cartissu qui dit il y a du jeu Super NES Oda Nobunaga. Bah, si tu veux te faire un méchoui de moine, c'est mon karma. J'arrête de dire des trucs comme ça. Et dès qu'il n'y avait pas d'heure pour les braves, effectivement, le 8h du matin, on est des fous. Alors, les enseignements spécifiques de l'école Tendai, hein, là on va parler un petit peu plus bouddhisme après avoir parlé histoire. Donc, l'école Tendai se base principalement sur le Sutra du Lotus. Sutra du Lotus qu'on va étudier en partie là sur les prochaines semaines. On va attaquer ça notamment vendredi. C'est donc l'un des textes les plus connus et il va se baser aussi sur les enseignements d'un moine qui s'appelle Di. Tout comme le Shingon, le Tendai va reconnaître que tous les êtres peuvent devenir des Bouddhas. Mais dans le Tendai, on a cette réflexion qui est poussée encore plus loin. On va dire qu'en fait, même les plantes, même les montagnes, même les rivières, tout a en soi la nature de Bouddha et donc tout peut atteindre un état de Bouddha. Donc il y a vraiment une idée de l'état de Bouddha est universel. Personne n'est exclu de cette potentialité de devenir un Bouddha. Il n'a rien dans ce monde-là qui n'aurait pas en soi la nature de Bouddha. Il y en a qui est confortable avec son karma, en effet. Une des particularités de l'école Tendai, en fait, c'est qu'elle va intégrer 4 pratiques qui vont faire par la suite l'objet d'écoles spécifiques. Donc, on va avoir la méditation, qui est dérivée des instructions de Di, une méditation qu'on retrouvera, alors pas sous la même forme, mais qui va devenir une spécialité de l'école zen. L'ésotérisme, avec des rituels qui sont très compliqués. On a notamment des rituels de feu, dont je crois on voit un exemple dans le petit reportage qu'on regardera ensuite tous ensemble. Donc des rituels compliqués qui se transmettent de maître en disciple avec des mudras, des mantras, des visualisations complexes. Il y a des pratiques de la terre pure, avec notamment la vénération du Bouddha Amida et son nom, qui va devenir du coup la spécialité
des écoles de la terre pure, Jōdoshu et Jodo Shinshu, et aussi le maintien des préceptes des bodhisattvas. Ça, c'est un point, je pense que je ferai à l'occasion un live dédié à cette histoire de préceptes. En fait, une chose qui s'est passée à l'époque où le Tendai s'est implanté, et ça, c'était une volonté de Saicho. Saicho, en fait, pensait que les préceptes tels qu'ils étaient appliqués au Japon, qui sont vraiment les vieux préceptes de moines avec plus de 200 règles, etc., étaient pour lui des préceptes plutôt Theravada, donc des préceptes du petit véhicule, enfin, péjorativement petit véhicule. Lui, il estimait qu'il y avait besoin de mettre en place des préceptes qui soient plus spécifiques au concept de bodhisattva. C'est-à-dire plutôt que des préceptes qui mettent l'accent sur la pratique personnelle, vraiment quelque chose qui englobe les autres autour de soi. Et donc lui, pour lui, il cherchait vraiment à mettre en place une nouvelle forme de précepte qui était les préceptes des bodhisattvas. Il va pas y arriver de son vivant, mais ça va être mis en place dans la foulée. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique aussi à la mise en place au niveau du Tendai. Ça pourrait être intéressant, je pense, à l'occasion de faire un live sur cette histoire de préceptes dans le bouddhisme. Qu'est-ce que c'était à l'origine, comment ça a évolué, notamment via Saicho, puis ensuite au niveau du Jōdoshu, Jodo Shinshu, enfin surtout Jodo Shinshu, où nous on a fini par se débarrasser, entre guillemets, ou considérer que les préceptes sont obsolètes. Donc ça peut être intéressant de voir l'évolution des préceptes au Japon. Surtout que y a toujours une blague par rapport au Japon, c'est que historiquement, ils ont toujours eu un peu de mal à garder les préceptes. On ne sait pas trop pourquoi. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de moines qui gardaient les préceptes. On a des très bons exemples comme Honen ou Myoe. Mais par rapport à d'autres pays, la réalité des faits était qu'il y avait quand même un peu de soucis à garder les préceptes au sens large. Donc voilà, ça peut être intéressant d'en discuter. Et donc, à l'origine de l'école Tendai, en fait, les moines, ils choisissaient un cursus. Donc, ils choisissaient soit le cursus exotérique, soit le cursus ésotérique. C'est-à-dire, soit ils choisissaient un cursus basé vraiment sur la méditation, sur la base des instructions de Zi, soit ils choisissaient le cursus ésotérique, où là, ben, du coup, il fallait faire attention à ne pas partir chez Kukai et pas revenir. Où voilà, là, on était vraiment sur les pratiques complexes avec les mantras, les mudras, les paroles sacrées, les gestes de main, les visualisations compliquées de mandala, etc., etc. Donc voilà, on choisissait son cursus et ensuite on restait spécialisé là-dedans. Donc le Tendai, hein, c'est donc une école qui est très polyvalente, qui propose un cursus et des pratiques variées. Parce que comme je disais, hein, autant au début, ils choisissaient les moines, choisissaient un cursus, autant après, en fait, tout s'est mélangé. Et donc, on pouvait vraiment suivre toutes ces pratiques-là. Donc, faire autant de la méditation que de la récitation de mantras, la récitation du nom du Bouddha, l'étude de textes, etc., etc. Et non, en fait, c'est pas un hasard hein, si les principaux fondateurs des écoles des bouddhistes ultérieures sont tous d'anciens moines Tendai. Et ça, c'est très drôle. On va avoir, et ça, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres lives, hein, on va avoir les moines qui vont fonder les écoles qui sont maintenant les écoles principales du bouddhisme au Japon, notamment Terre Pure, véritable école de la Terre Pure, Jōdoshu, Jodo Shinshu et Nichiren, et le Zen également avec Dogen. Qui sont tous d'anciens moines Tendai et qui étaient tous globalement des contemporains. Ils ont tous vécu à la même époque, ils ont tous étudié le Tendai. Et ils sont tous partis du Tendai pour fonder leur propre école. Donc on va retrouver la méditation pour le Zen, hein, qui était aussi une pratique qu'on retrouvait dans le Tendai, les pratiques de la terre pure avec les vénérations du Bouddha Amida, la récitation de son nom, et la dévotion au Sutra du Lotus, qui est quand même le texte principal du Tendai, pour le bouddhisme de Nichiren. Alors, je vais faire un petit point aussi sur les moines marathoniens avant qu'on attaque le sagesse bouddhiste, pour donner un peu de contexte. Alors, les moines marathoniens, c'est un peu ce que les gens ont tendance à associer le plus au Tendai. Quand les gens pensent Tendai, en tout cas les gens qui ont une petite vision du Tendai en dehors du Japon, en général, ils vont penser moine marathonien. Donc c'est le Kai Hogyo qui consiste en fait à faire le tour du mont Hiei un certain nombre de fois, donc 40 km. Il faut le faire 1000 fois pendant 7 ans. Donc c'est globalement un marathon qu'il faut faire 1000 fois sur 7 ans, sachant que c'est de la montagne, hein, ce n'est pas du plat. Nous, quand on l'a fait avec les élèves, on a dû marcher peut-être 2 km. Il y en a qui étaient déjà bien claqués à la fin. C'est pas des routes goudronnées, enfin il y en a une partie, mais la plupart c'est vraiment des routes, des petits sentiers de montagne. C'est extrêmement dangereux. L'échec est sanctionné traditionnellement par le suicide. Donc les moines marathoniens normalement ont un couteau avec eux qui sont censés utiliser si jamais ils ne peuvent pas aller au bout. Donc il s'agit d'une ascèse par contre qui est très très rare et c'est là où je voulais en venir, c'est que si beaucoup de gens associent le Tendai au concept de moine marathonien, en réalité c'est une pratique qui est extrêmement rare. Seuls 46 moines l'ont complété depuis 1585. Donc voilà, faut pas associer
On va dire que tous les moines Tendai sont des moines marathoniens, sinon ce serait une école de marathoniens et pas une école de moines. Voilà, ça reste un cas très très particulier. Et seuls des mecs extrêmement, extrêmement hardcore euh, se lancent là-dessus. 1000 fois 40 km en 7 ans, c'est vraiment bourrin. Et merci pour le follow Delphineb29, ça fait très plaisir, très sympa. Donc, où pratiquer le Tendai en Europe, pour ceux qui sont intéressés, il y a un petit temple en Angleterre, ça s'appelle Tendai Bouddhisme UK, qui est tenu par un moine qui est très sympathique, qui fait aussi des sessions online. Donc, si vous cherchez Tendai Bouddhisme UK, normalement, vous devriez pouvoir participer à des Zooms si vous avez envie de le faire. Bien sûr, hein, c'est UK, donc c'est en anglais. Il y aurait aussi un temple Tendai en Italie, donc là je ne le connais pas plus que ça, j'en ai juste vaguement entendu parler. Tendai Buddhism UK, moi j'ai participé de temps en temps à certains meetings avec certaines, certains meetings de la Shanga en fait avec le moine là-bas qui est vraiment, c'est quelqu'un de très bien, c'est un mec très sympa. Donc voilà, moi je recommande si vous êtes intéressé par le Tendai. Et au niveau des livres, on a quelques livres en français sur le Tendai qui sont pas, alors qui sont pas forcément tous très très faciles d'accès, hein, je vais être honnête. Les 4 courts traités sur la terrasse céleste qui contient des écrits notamment de Di, mais aussi de moines Tendai japonais du coup. Donc il y a des moines Tiantai chinois et moines Tendai japonais. Qui est très intéressant, mais qui est vraiment honnêtement pas facile d'accès si vous n'avez pas de très bonnes bases solides sur le bouddhisme et sur le Tendai en général aussi. Il y a aussi la Centurie du Lotus, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment la poésie. Il s'agit en fait de poèmes de Jien, qui est un moine Tendai du 12e, 13e siècle, sur le Sutra du Lotus. Donc le Sutra du Lotus, hein, comme je disais, c'est le sutra principal du Tendai, hein, que j'ai mis ensuite là à droite, hein, c'est le 3e texte que je vous recommande. Et en fait, ce qu'a fait Jien, en fait, c'est qu'il a pris des chapitres du Sutra du Lotus et à chaque fois, il les a résumés ou commentés par des petits poèmes qui sont vraiment sympas. Alors c'est des poèmes japonais qui sont pas forcément non plus très faciles d'accès dans le sens où souvent, ce sont des poèmes qui ont plusieurs sens en même temps, en jouant via les sons, les kanji, etc. Mais ils sont très bien rendus par Jean-Noël Robert et ils sont aussi commentés par lui pour faciliter la compréhension. Donc moi, ce que j'aimais bien faire un temps, c'était ça, c'était prendre le Sutra du Lotus, lire le chapitre et ensuite regarder ce que Jien avait écrit comme poème sur le sutra. Donc je trouvais ça très sympa. Et d'ailleurs, quand on étudiera le Sutra du Lotus, ça peut être quelque chose de sympathique à faire, hein. Je peux ressortir mon petit Jien là et puis regarder un Jien d'ailleurs pour Dagdex, il est encore dans le chat, un contemporain de Shinran. Donc voilà, est-ce que déjà vous avez quelques questions sur le Tendai avant qu'on attaque les sagesses bouddhistes? Et bien sûr, en fin de live, on fera une petite méditation. Et d'ailleurs, je voulais en profiter hein, pendant que vous réfléchissez si vous avez des questions. Est-ce que vous préféreriez que nous fassions la méditation en début de live, donc à 8h, et des brouettes, hein, genre 8h, 8h05, le temps de lancer, ou est-ce qu'on reste comme ça sur la fin du live, comme on l'a fait la semaine dernière, et comme là, je pensais le faire aujourd'hui? Juste pour savoir ce qui est le plus pratique pour vous, parce que certains m'ont dit que le souci de le faire après, c'est que y en a qui doivent aller au travail, donc c'est pas forcément pratique. Et voilà, Yezumi qui disait effectivement en début de live, ça m'arrangerait. On peut peut-être faire ça, puis ça permet aussi de se mettre dans des conditions intéressantes, peut-être pour être réceptif. Il y a 2 écoles, hein. C'est soit on le fait avant et du coup ça nous met dans un bon état d'esprit pour suivre le live, ou alors on le fait après et ça permet d'une certaine façon de reprendre ce qui a été dit pendant le live. Donc Cartier qui dit comme je rate souvent le début de live, je dirais enfin, mais en début c'est forcément plus pertinent. Ça dépend, en vrai ça dépend. Mais on peut essayer de le faire en début, hein, voir ce que ça donne à partir de la prochaine fois. Et d'ailleurs oui, pour le planning, je me suis fixé cette fois-ci un planning que je vais essayer de maintenir, sauf si vraiment voilà, j'ai des obligations au niveau pro ou autre, mais je vais essayer de rester sur ce planning-là. Ce sera donc des lives lundi, mercredi et vendredi, donc un jour sur 2 en semaine, de 8h à 9h30, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est d'étudier, en général, de partir sur sagesse bouddhiste le lundi, histoire de se détendre, hein, de faire un truc un peu tranquillou ensemble. Mercredi, d'étudier un sutra, donc on va commencer par le sutra du lotus. Le but, c'est pas forcément de faire des lectures de sutra complètes du début à la fin, mais
plutôt, on va dire, de choisir des parties que je trouve intéressantes à lire et à discuter ensemble. Parce que voilà, contrairement à Angulimala qu'on a fait la semaine dernière, le Sutra du Lotus, vraiment un livre complet. Donc on ne peut pas le faire où il faudrait énormément de séances. Et, et ce qu'on pourra faire aussi, c'est le vendredi, on va étudier en fait des concepts bouddhistes. Donc là, je vais commencer par le sentier octuple, mais on pourra discuter par exemple le concept de Anatman, hein, cette histoire de absence d'âme qu'on a dans le bouddhisme, etc., etc. Après, voilà, le vendredi, je resterai assez flexible sur ce que je ferai, mais je vais commencer voilà, par discuter de principes, de concepts bouddhistes de base, pour que vous puissiez avoir un peu plus de bagages pour votre compréhension derrière. Donc voilà, Kartu qui dit lundi c'est top, sauf vacances scolaires, c'est mon jour de congé, bah excellent. Bah voilà, écoute, c'est très très bien. Ok, et ben écoutez, je vous propose que on attaque le sagesse bouddhiste. On va regarder ça ensemble. Alors, hop. Donc je ferai pause s'il y a des éléments qui sont intéressants à discuter. N'hésitez pas également à poser des questions en même temps. Et on va regarder ça. Eh bien, c'est parti. Alors, dites-moi aussi au niveau du son de la vidéo par rapport à mon son à moi, si c'est OK, si c'est trop fort, n'hésitez pas à le dire. Bonjour et bienvenue ce matin dans Sagesse bouddhiste. Nous partons pour 2 dimanches au cœur du Japon avec un documentaire sur un sujet rare, tourné dans ce que l'on considère comme le berceau du bouddhisme japonais, l'école Tendai, établie sur le mont Yei depuis 1200 ans près de Kyoto. Dans une nature somptueuse d'où émane l'harmonie, les moines observent les règles du grand véhicule, le Mahayana. Ce dimanche, nous découvrirons, à travers leur quotidien, quelle est la particularité de cette école millénaire. Il y a par exemple les assèses à la rigoureuse discipline auxquelles s'astreignent les novices. Ils peuvent être conduits jusqu'à l'ascèse des 1000 marathons. Elle demande une endurance mentale et physique extrême qui peut mener à la bouddhéité. Voici Les moines du Mont Yei, un film signé Nina Barbier. Comme je disais au début, faut vraiment nuancer le côté marathonien, hein, ça reste vraiment très 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 rare. Heureusement, ils ne demandent pas à tous les moines de faire ça. Il y a beaucoup de moines Tendai. Alors, j'ai pas les statistiques du nombre de moines Tendai au Japon, mais il y en a vraiment un nombre énorme. Et des moines marathoniens, voilà, il y en a eu 46 qui ont fini depuis le début. Donc voilà, faut nuancer quand même, hein. Mais c'est tellement spectaculaire que voilà, je comprends que ça donne envie d'en parler un petit peu plus. Et même ça, quand vous allez au Mont Kiei vous-même, hein, ils me le mettent pas mal en avant. En dehors, quand vous sortez du téléphérique, il y a une salle, ou quand vous entrez dans le téléphérique, peu importe quel côté, il y a une salle avec justement voilà, des belles images de moines marathoniens, etc. Parce que ceux qui arrivent vraiment à accomplir cette ascèse de fou, et vous verrez qu'il n'y a pas que le marathon d'ailleurs, il y a une partie qui en fait aurait été beaucoup plus brutale à un moment, dans le marathon qui fait partie de l'ascèse, oui, sont considérés effectivement comme ayant atteint des niveaux spirituels extrêmement hauts. Donc ça devient vraiment des stars religieuses, hein. Voilà, je continue. Ça vous donne envie d'aller voir le Mont Kiei, c'est vraiment très très beau. Sur le mont sacré Hiei, non loin de la ville de Kyoto, se situe le temple Enryakuji, berceau de l'école Tendai du bouddhisme japonais. Adoration de la nature et pratiques ésotériques font partie de l'école Tendai, dont l'une des spécificités est l'ascèse des moines marathoniens. Originaire de Chine,
L'école Tendai appartient au Mahayana, le grand véhicule, l'un des principaux courants du bouddhisme zen au Japon. Ouais, attends, là, il y a eu un petit truc bizarre, là. Le principal courant du bouddhisme zen au Japon, c'est un petit peu bizarre, cette phrase-là. Cette phrase ne veut rien dire. Il y a eu probablement un petit problème de script. Cette phrase n'a aucun sens. Par contre, effectivement, oui, le zen est issu du Tendai, mais alors dire que c'est un principal courant du bouddhisme zen au Japon, c'est bizarre. Dengyo Daishi Disacho, le Effectivement. fondateur de l'école Tendai au Dengo Daishi, c'est son nom, c'est son nom vraiment de moine. C'est le nom honorifique qu'il porte. Japon, a construit un temple sur le mont Hiei, dans le but de protéger la capitale des fantômes et autres calamités. Ce fut là le début du temple. Oui, alors ça, En 787, c'est un point sur lequel je ne suis pas venu, mais c'est intéressant aussi. On a un cours dans la formation Objectif Japon sur... oui, je crois qu'on en parle sur la création de de Kyoto, pardon. On a un petit bunka point, un point culture, je crois, sur la création de Kyoto. Kyoto, en fait, c'est une ville qui a été construite parce que la capitale précédente avait subi des calamités, donc ils se sont dit on va essayer de caler une ville à un endroit où on ne risque rien. Et donc ils l'ont installée là parce que au niveau de la nature, il y avait différentes protections naturelles qui étaient là, hein, par exemple une rivière au sud, etc. Pour tout ce qui était chance, prédiction, etc. Et il y a une direction qui est considérée comme vraiment néfaste, c'est la direction nord-est. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a au niveau du nord-est? Eh bien, il y a le mont Hiei. Et qu'est-ce qu'on pose sur le mont Hiei? Bah, on pose le Enryakuji, on pose le complexe de temple Tendai, on met des moines qui vont réciter des sutras en boucle là-haut, et comme ça, hop, ça protège des mauvais esprits, et ça protège de cette direction extrêmement néfaste qui est le nord-est. Faites attention au nord-est. Saicho reçoit les règles complètes de la discipline au temple Todaiji de Nara, puis se retire seul dans la montagne pour entrer en ascèse. C'est le début du site de l'Enryakuji. Au Japon, l'école Tendai est étroitement liée au shintoïsme, la religion de 60% de Japonais. Les déités shintoïstes sont les protectrices du bouddhisme Tendai. Oui, là, c'est un cas qui est intéressant et ça rejoint la présentation qu'on avait faite lundi, où on discutait bouddhisme et shintoïsme, où on voit ici, hein, cette personne-là, c'est le maître du temple, alors du sanctuaire, je dirais plutôt, sanctuaire Shinto, qui est sur le mont Hiei. Et ce qu'il dit effectivement, hein, c'est que historiquement, il y avait des divinités Shinto qui étaient considérées comme et qui sont toujours d'ailleurs, hein, considérées comme des protecteurs ou protectrices du bouddhisme Tendai. Donc là, en fait, c'est donc a priori un prêtre Shinto qui voilà, vous dit, ben voilà, nous, on protège le Tendai, quoi. Après, voilà, religion de 60% des Japonais, bon, ça va toujours à prendre avec des énormes pincettes, mais c'est intéressant. Et donc, malgré ce qui s'est passé à l'époque Meiji, où ils ont essayé de séparer vraiment fort les deux, eh bien, en pratique, on retrouve quand même encore des endroits où le Shinto et le bouddhisme sont très fortement liés, avec, comme je l'expliquais lundi, hein, cette idée que les Bouddhas et Bodhisattvas du bouddhisme prennent l'apparence de divinités Shinto pour parler au peuple japonais, et qu'il y a aussi simplement certaines divinités Shinto qui sont converties au bouddhisme et qui protègent les endroits sacrés du bouddhisme. C'est pourquoi les moines marathoniens, après avoir effectué leur parcours dans la montagne, se rendent ici pour remercier les divinités de les avoir protégés. C'est pour cela que le trajet des ascètes passe par notre temple. Et ouais, et du coup, même les moines marathoniens viennent dans le sanctuaire prier. Vous voyez, c'est vraiment incroyable, hein, ce lien, pardon, ce lien entre Shinto et bouddhisme est vraiment incroyable. Et c'est encore très présent au mont Hiei. Depuis la nuit des temps, les Japonais manifestent leur reconnaissance envers Mère Nature. Leur croyance est que tout ce qui se manifeste dans la nature abrite une divinité. L'eau, le feu, le vent, les arbres, tout est puissance protectrice. Prier en témoignage de notre gratitude est une tradition qui se perpétue de nos jours. Et ça, c'est un peu lié aussi à ce que je disais tout à l'heure, hein, sur le fait que dans le Tendai, on a ce concept de même les plantes, même les rivières, même les montagnes ont en eux la nature de Bouddha. Effectivement,
ce développement-là, en fait, c'est un développement qui est très spécifique au Japon. En Chine, ils vont pas jusque-là. En Chine, ils acceptent cette idée qu'effectivement, tous les êtres sentients, je veux dire, mais les animaux, etc., ont la nature de Bouddha, mais ils vont pas forcément aller pousser la réflexion et l'idée jusqu'à dire même les éléments inanimés, comme des rochers ou des rivières, ont la nature de Bouddha. Et alors, à voir si c'est effectivement, ça, j'ai pas, d'un point de vue personnel, j'ai pas l'info, mais il y a probablement quand même une influence du Shinto derrière, où effectivement, dans le Shinto, on a cette idée que tous les éléments, je veux dire les plantes, etc., les rochers, abritent en eux des kami, des petits kami. Donc, probablement, cette influence-là s'est ressentie aussi sur la lecture du Tendai, pour dire, ah oui, bah, effectivement, du coup, tout a la nature de Bouddha. Construit il y a 1200 ans, le temple Enryakuji fut un lieu d'entraînement des moines guerriers. Ça Au tape. sommet de sa gloire, le site comprenait plus de 3000 temples. Ouais, c'est En incroyable. 1571, le Tendai devint si puissant qu'un général attaqua le temple et le fit raser. Aujourd'hui, l'école du Mont Sacré Hiei peut être considérée comme le berceau du bouddhisme. Alors ce temple-là, ce petit temple, c'est mon temple, c'est une de mes parties préférées dans le mont Hiei. Si je dis pas de bêtises, ça a l'air d'être celui-là. Oui, je crois que c'est le temple du respect. A priori, c'est un petit temple celui que j'appelle le temple du respect personnellement. En fait, c'est là où étaient ordonnés les moines, et là où sont toujours ordonnés les moines. Et ce qui est très intéressant dans ce temple-là, c'est qu'il y a des portraits de tous les moines importants du Tendai, mais aussi de tous les moines qui ont ensuite créé des écoles du bouddhisme sur la base du Tendai. Donc on va retrouver par exemple Dogen qui a créé le Zen, on va retrouver Nichiren, on va retrouver Shinran et Honen, on va retrouver Ippen, on va retrouver... Ippen, non je suis pas sûr, j'ai peut-être des bêtises avec Ippen, mais en tout cas Shinran et Honen c'est sûr. Ouais, on va retrouver tous ces portraits de moines qui sont en fait partie du Tendai, mais qui étaient initialement des moines Tendai, et donc on va les retrouver dans ce beau bâtiment avec plein de peintures de moines différents et des statues de moines connus. Donc voilà, ils essayent un peu de se réapproprier en disant, mais de base, c'était quand même des moines de chez nous, après ils sont partis, mais ils sont un peu de chez nous quand même. Donc voilà, j'aime bien ce temple parce qu'il y a vraiment beaucoup de portraits, et c'est un temple très intéressant pour discuter de l'histoire du bouddhisme au Japon. Parce que bien sûr, voilà, il y a certains patriarches dedans, patriarche Tendai que moi je ne connais pas personnellement, mais voilà, il y a des portraits des disciples du Bouddha, des fondateurs de plein d'écoles, enfin c'est vraiment top, très intéressant à voir. Bouddhisme au Japon. Les 12 temples principaux ont été conservés et en 1994, le site de l'Enryakuji a été classé patrimoine mondial de l'humanité. Vous vous rendez compte, ils disent un 12 temples par rapport à 3000 qu'il y avait avant que ce soit cramé. Donc c'est vraiment peu, même si ça vaut énormément le coup, à nouveau j'insiste là-dessus, allez-y, mais par rapport à ce que c'était à l'époque, c'est difficile d'imaginer ce que ça devait être à l'époque quand c'était au summum de sa puissance. Dans la tradition du bouddhisme Tendai, sont reprises toutes les pratiques enseignées par le maître fondateur Saicho. La méditation zen, l'ascèse des 1000 marathons, les rituels et des prières. Saicho a éduqué ses disciples en ce temple et cet enseignement perdure ici, dans la montagne Hiei. Information intéressante, parce que là je vois des femmes, j'en profite pour en parler. Initialement, historiquement, les femmes étaient interdites d'accès au mont Hiei. Je ferai vendredi, je parlerai un petit peu de misogynie et de bouddhisme. Voilà, historiquement, et merci d'ailleurs Mikedes pour le follow. Historiquement, les femmes en fait n'avaient pas le droit, étaient considérées comme impures. Alors c'est n'importe quoi, mais voilà, elles étaient considérées comme impures et n'avaient pas le droit de monter sur le mont Hiei. À côté de ça, tu avais les moines du mont Hiei qui descendaient dans les villages autour quand ils voulaient aller voir des femmes, et certains avaient une femme en bas, etc. Enfin bon, j'en parlerai à l'occasion. Je ferai en tout cas une présentation rapide sur l'histoire de la misogynie dans le bouddhisme, comment ça a été aussi en partie contré, mais malheureusement pas entièrement. Donc voilà. Mais à l'heure actuelle, cette interdiction a été bien sûr levée, et donc vous avez des femmes, bien sûr, qui ont le droit maintenant d'aller sur le mont Hiei. Il n'y a plus du tout de problème. Mais à l'époque médiévale, c'était interdit. 法華経というのは先ほども言ったように Une autre caractéristique importante de l'école Tendai est la lecture du Sutra du Lotus, l'essence même de l'enseignement. を基づいたものでして Je parle du Sutra du Lotus qui est propre au Mahayana, le grand véhicule, qui dit que tout sur Terre peut devenir un Bouddha. Les animaux, les plantes,
les hommes. Le Sutra du Lotus comporte tous ces principes qui sont les fondements du bouddhisme Tendai. Et donc ça, on étudiera ensemble un vendredi, on commencera à étudier un peu le Sutra du Lotus en prenant voilà, des chapitres. Je sélectionnerai les petits chapitres dont j'ai envie de parler sur le moment pour vous donner un petit aperçu de ce sutra qui est vraiment très très intéressant, puis qui est vraiment fondateur, hein, vraiment fondamental, et très fondamental pour l'histoire du bouddhisme Mahayana au sens large, et aussi au Japon bien sûr. L'école shintoïste et par la suite l'école Tendai introduisirent les pratiques du Mikyo, un culte ésotérique dédié à la nature qui prit alors une place importante. Alors ça, par contre, cette phrase est très bizarre, je sais pas, j'ai juste réécouté ce qu'il dit en japonais, parce que je sais pas si c'est le traducteur qui a dit des trucs chelous ou si c'est lui qui s'est embrouillé, mais il y a un truc qui est vraiment pas logique dans ce qu'il L'école dit. Tendai introduisirent les pratiques du Mikyo, Ah oui, c'est ça, en fait oui, c'est ça. un culte ésotérique. Il a dit Shingon et pas Shinto en fait. En fait, oui, c'est pour ça que je me dis. Parce qu'il dit, ouais, le Shinto a introduit les pratiques ésotériques. Alors, pas du tout. Alors, d'une certaine façon, c'est presque vrai dans le sens où le Shinto se transfère de maître à disciple et donc est, d'une certaine façon, une doctrine cachée, hein, ce qui est la logique de ce qui est un peu l'essence du Mikyo. Mais il parle vraiment ici de l'école Shingon, hein, celle de Kukai dont on parlait au tout début de ce live, le copain devenu ennemi de Saicho, qui lui a développé le bouddhisme ésotérique qui s'est ensuite transféré dans le Tendai. Donc il disait bien Shingon, pas Shinto. Dédié à la nature qui prit alors une place importante. Dans le Mikyo, la cérémonie du feu est au centre de la pratique. Effectuée par les prêtres ayant reçu la transmission, le but en est la sublimation des passions par le feu, lieu de manifestation du Bouddha Kōrusei, appelé Fudo Myo. Alors Fudo-myo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un protecteur du bouddhisme. C'est une divinité Kōrusei, donc c'est une apparence Kōrusei d'un Bouddha, ou dans l'occurrence ici d'un Bouddha. Et c'est vraiment des représentations qui peuvent faire un peu peur. On dirait, quand on les voit comme ça, on dirait des démons. Les personnes qui ne connaissent pas ces divinités dans le bouddhisme, en fait, les voient et se disent, mais pourquoi il y a un monstre ou un démon en plein milieu du temple? Des fois vraiment mis comme objet de culte principal du temple. Hein. Fudo-myo est l'objet de culte principal dans pas mal de temples ésotériques. Mais non, en fait, malgré leur apparence Kōrusei, ce sont des divinités qui sont là pour protéger le bouddhisme. C'est juste que ils mettent un petit peu la pression là. Ils mettent la presse. Mais voilà, ce sont au fond, ils sont gentils. Ils sont un peu bourrus d'extérieur, mais ils ont leur cœur, ils ont un bon cœur, vous voyez. Et effectivement, le rituel du feu, hein, on va voir un exemple après, c'est le rituel principal ésotérique qu'on va retrouver autant dans le Shingon que dans le Tendai ésotérique. Et si jamais vous avez envie de voir un rituel de feu, c'est possible d'en voir en France. Pas très loin de Paris. Il y a un temple Shingon en Bourgogne, mais côté plutôt vers Paris, vraiment l'autre côté de la Bourgogne par rapport à nous. Et il y a là-bas donc un moine Shingon et sa femme, les deux sont moines, un moine et nonne. Elle est japonaise, lui est français. Et je crois un week-end par mois, si je dis pas de bêtises, un week-end par mois, ils font un rituel Goma, un rituel de feu, ou Homa, ça dépend comment il se prononce dans les différentes écoles. Et donc c'est l'occasion, si vous voulez le voir en vrai, que vous n'êtes pas au Japon, parce que pareil, au Japon, font tomber dessus, il faut avoir un peu de bol, c'est possible d'en voir en France. Donc voilà, c'est une petite anecdote intéressante. Et ils ont aussi de belles statues de Fudo-myo, parce que le rituel de feu, le Homa, est dédié à Fudo-myo. Voilà, et vu que Fudo-myo, pour finir avec ça, on aura l'occasion de reparler d'ailleurs, hein, Fudo-myo et les divinités Kōrusei, etc. Normalement, je ferai une présentation sur l'iconographie, donc tout ce qui est images, statuaires, etc., bouddhistes, le mois prochain, dans le cadre de la formation Objectif Japon, un soir en début de mois prochain. Et donc, on aura l'occasion de reparler de Fudo-myo à ce moment-là. Mais voilà, Fudo-myo, il faut le comprendre comme étant une divinité qui va transformer la colère en sagesse. Et il a une espèce de divinité sœur, entre guillemets, ou frère, comme vous voulez, qui s'appelle Aizen Myo, qui fait aussi peur que lui, enfin presque plus peur, en fait, moi je trouve Aizen fait plus peur, qui va transformer tout ce qui est énergie sexuelle, luxure, etc., en compassion. Donc il y a cette idée vraiment de ces divinités Kōrusei vont transformer quelque chose de négatif, d'apparence négative, en quelque chose de positif pour montrer qu'il n'y a pas de réelle barrière entre les deux. Il est vénère, comme Sophie, mais il est sympa. Et Sab qui dit il fait peur, mais il est très. Au final, il est sympa. Bon, c'est vrai que sur les représentations, là, on le voit pas debout, mais il écrase des gens aussi, des fois, un peu. Mais des démons, il écrase des démons et tout. Mais voilà, le but, c'est
c'est nous aider. En fait, lui, il va nous aider à trancher nos passions mauvaises. Il va essayer de nous aider comme ça, à se nous débarrasser du mal. Et puis, voilà. Quand faut imaginer les gens, là, les gars, ils font des rituels de feu, c'est difficile, etc. Donc là, c'est un peu le coach sportif un peu vénère. Tu sais, qui fait, tu peux le faire, tu peux aller au bout du rituel, vas-y. C'est un peu cet état d'esprit-là, hein. La récitation du Sutra du Lotus et du mantra de Fudomyo intervient pendant les diverses offrandes. L'être humain a des mauvais penchants comme la colère, l'envie, la jalousie. En les brûlant dans la flamme de la sagesse, on les élimine. Voici le sens de la cérémonie du feu. Effectivement, les gens peuvent noter des vœux ou des choses qu'ils veulent éliminer, en fait, et du coup, sur des petits bouts de bois qui sont ensuite cramés pendant la cérémonie en offrande à Fudomyo. Et que les gens, en fait, ne voient pas forcément ce qui se passe pendant la cérémonie, parce que, donc, vous voyez, là, il y a le... merci Galou69 pour le follow. Vous voyez, en fait, pendant la cérémonie, hein, le moine... les gens ne voient que son dos, hein, les gens qui sont derrière, qui assistent à la cérémonie. Mais en fait, le moine, et souvent d'ailleurs ses mains sont cachées par ses manches, où en fait, il va faire des mudras compliqués. En même temps, il va avoir des visualisations, il va devoir réciter des choses, il va devoir prendre des liquides dans différentes petites fioles à droite, à gauche, mettre les trucs au feu. Moi, j'ai un bouquin là dans ma petite collection derrière moi qui décrit le rituel du Goma. C'est compliqué, hein. C'est pas un meuble Ikea à faire, hein. C'est vraiment très, 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 très dur. C'est un rituel qui est très compliqué à apprendre, très compliqué à exécuter. Et en plus de ça, il faut l'exécuter avec la flamme qui est devant soi. Franchement, on dirait pas comme ça, hein, mais même quand vous êtes pas mal derrière et que la flamme elle est en mode full force, ça fait déjà chaud. Donc le gars qui est à 50 cm devant la flamme, il doit bien prendre. Donc ouais, c'est un rituel qui est pas évident. Et donc voilà, comme je disais, hein, je comprends le côté un petit peu motivation du Fudo pour tout ça, quoi. Et Sab qui dit effectivement il est bienveillant, et Sophie qui dit il ne sait pas s'exprimer autrement, c'est pas sa faute. Bah oui, c'est Fudo Mio, hein, il est un petit peu bougon, faut le voir vraiment, c'est ça, c'est un gros nounours. Ça, faut le voir comme un... Il râle, mais il a bon fond, quoi. Oui, voilà, il jette des petits trucs dans sa... Il doit taper plusieurs fois, il met de l'eau et... Je suis ici pour la première fois, et c'est aussi la première fois que j'assiste à une cérémonie comme celle-là. C'est un peu comme si une force m'enveloppait pour guider mon énergie vers la réalisation de mes souhaits. C'est une cérémonie qui, mine de rien, est très... Il fait appel à beaucoup de choses assez j'ai envie de dire presque primitives en nous, en fait, hein. Il y a le côté rythmique avec le tap-tap derrière, il y a plus la récitation des sutras, avec le feu devant soi. Enfin, dans une ambiance souvent un peu tamisée, parce que voilà, on est dans une pièce en général voilà, qui est capable de couper de la lumière. Il y a quelque chose vraiment de très tribal. J'ai pas envie de dire primitif, mais vraiment tribal. Il y a vraiment quelque chose de très tribal dans ce rituel-là qui fait un effet, hein. Je veux dire, c'est plus, ça peut être plus impactant que d'autres rituels plus classiques où on va juste chanter ensemble quelque chose. Là, voilà, ça fait appel, je pense, à quelque chose d'assez profond en l'être humain, avec voilà, le feu, le rythme, les tambours, les chants et tout. C'est quelque chose. Après, le rituel est long, hein, je préviens, hein, ça peut durer bien une bonne heure, easy, quoi. Donc le gars, pendant 1 heure, il est avec son feu. En fait, la durée va beaucoup dépendre du nombre de tablettes de bois qu'il a à brûler pour les fidèles. Et ça peut être très, très, très long. Et ouais, Sophie qui dit c'était vraiment impressionnant en Bourgogne. Ouais. Sophie qui dit on en connaît tous dans nos entourages des foudos, exactement. On a tous un petit foudo parmi nos amis. Quelqu'un qui est bourru de premier abord, mais qui a un très très bon fond et qui veut que notre bien au final. Donc ouais, si vous avez l'occasion, hein, donc je redis, hein, Bourgogne, le petit temple à côté de Paris, vous pouvez aller voir ça, c'est très très cool. Et d'ailleurs, c'est le seul temple Shingon en France, et je me demande bien si c'est pas un des seuls temples Shingon en Europe tout court. Donc, et c'est un très beau temple au passage qui ressemble beaucoup à un temple japonais. Donc voilà, je recommande le temple Shingon de Bourgogne, et le nom m'échappe à l'heure actuelle.
Mais je vous retrouverai ça, et je vous redirai ça, le nom du temple. Mais de toute façon, si vous tapez temple Shingon France, il n'y en a pas deux, hein, donc c'est assez facile. Et pour finir avec cette anecdote de temple Shingon, c'est le seul, ils ont le seul sanctuaire Shinto de France. Il y a un petit sanctuaire Shinto, alors il est tout petit, hein, vous attendez pas à un truc de fou, hein. Il ressemble plus à un sanctuaire Shinto de quartier qu'on peut trouver à Kyoto, ou même de ruelle carrément, que réellement un vrai sanctuaire Shinto tel qu'on les imagine, les gros sanctuaires. Mais ça a le mérite d'exister, et il a été vraiment consacré. Donc il y a un petit sanctuaire Shinto dans le domaine de ce temple Shingon en France. Ah voilà, Sophie qui me dit, voilà, elle me l'a mis, voilà, c'est le Koomyo-in. Voilà. Il est très très sympathique. Voilà, Sophie qui dit, pardon je recoupe, elle dit chaque premier dimanche du mois, rituel du feu pour la santé et le bonheur, à 9h30 du matin, à Villeneuve-les-Genêts. Alors c'est dans un coin paumé, hein. C'est vraiment dans la nature, mais voilà, c'est top. 9h30 du matin, là, un petit rituel de feu pour se réveiller, hein, le dimanche, après les croissants, nickel. Au cœur de la forêt sacrée, les novices Tendai suivent un enseignement strict à l'abri des regards. Chants, prières, rituels et tâches domestiques constituent leur quotidien. Chaque activité a pour but de toujours ramener l'esprit à l'instant présent. Je m'appelle Ayasaga Genjun. Je suis novice et je débute la 2e année des 3 années d'apprentissage. Il me reste encore 2 ans. En ce moment, je suis en train de nettoyer les abords des chemins en vue des cérémonies commémorant le décès du fondateur de ce lieu, le grand maître Saicho. On m'a offert cette possibilité de pratiquer l'ascèse des 100 jours. Si mes supérieurs m'en donnent l'autorisation, j'entrerai en pratique à mon tour l'année prochaine. Parmi les ascèses pratiquées dans le bouddhisme Tendai, c'est l'ascèse dite des 1000 marathons qui est la plus éprouvante et la plus recherchée. Le moine doit parcourir à pied et de nuit 46 000 km, soit l'équivalent d'un tour du monde, étalé sur une durée de 7 ans. Un tour du monde quand même, c'est violent. Et je le répète, hein, c'est de la montagne, hein, c'est pas du plat. Hein. Chaque marathon s'organise selon le même principe. Départ du temple à 2h du matin, puis marche rapide de 40 km autour du mont Hiei en s'arrêtant pour prier et réciter des mantras. Les candidats sont nombreux, mais seulement 46 moines ont réalisé l'ascèse du Kaiōgyō depuis sa création en 1885. Âgé de 38 ans, Endo Mitsunaga a terminé l'ascèse des 1000 marathons en 2009. Il est aujourd'hui considéré au Japon comme un Bouddha vivant. Je fais une petite pause juste pour vous montrer ici. Ça, c'est très caractéristique du Tendai, ce chapelet que vous voyez qui est très différent du mien. Moi, j'ai mon petit chapelet là. Bon, c'est pas un grand chapelet, moi, c'est un petit chapelet. Le Tendai, en fait, dans le Tendai, ils ont un chapelet avec... c'est pas des billes, ce sont des espèces de disques. Et quand vous voyez un chapelet comme ça, vous pouvez savoir directement c'est un Tendai, c'est un chapelet Tendai. Donc si vous voyez un moine avec un chapelet comme ça, c'est un petit tips pour savoir que c'est un moine Tendai. Pourquoi est-ce que c'est des petits disques au lieu de belles petites billes comme les miennes? Eh bien parce qu'en fait les moines Tendai, quand ils vont réciter des sutras, des mantras et qu'ils vont prier, en fait ils vont prendre 2 bouts du chapelet et ils vont les frotter comme ça et ça fait voilà. On le verra peut-être faire d'ailleurs. Donc c'est une caractéristique du Tendai, c'est bon à savoir. Parmi les temples qui composent le site de l'Enryakuji, situé près d'ici, se trouve le Kampo Judo. C'est là qu'est né un rituel consistant à aller déposer quotidiennement des fleurs en offrande. Avec le temps, la forme de ce rituel a changé et c'est devenu un pèlerinage autour du mont Hiei. C'est aujourd'hui une marche intensive, accompagnée de prières effectuées chaque jour pendant 100 jours, ou bien pendant 200 jours consécutifs par an. Et cela de façon rigoureuse. La répétition de ces périodes de 100 ou 200 jours mène aux 1000 jours que comprend l'ascèse. Les 700 premiers jours représentent une pratique ascétique tournée vers soi. À la fin de cette période, on entre dans le temple du Myodo et on commence alors ce que l'on appelle le Doiri, un rituel de jeûne de 9 jours. Pendant les 300 jours suivants, en plus de la marche ascétique quotidienne,
Le moine se rend à la rencontre des laïcs en bas de la montagne. Ce rituel s'appelle Ketagio. Et ce qu'on voit là, c'est bien l'idée qu'on retrouve dans le Mahayana, c'est que il va avoir une période où il va pratiquer globalement pour lui, c'est-à-dire c'est une période de formation. Mais l'idée finale, en fait, c'est qu'il retourne vers les gens. Donc à la fin, quand il commence à être vraiment à l'aise, en fait, à la fin de son marathon, il va voir les gens et il va voilà, les bénir d'une certaine façon. Donc il y a vraiment cette idée de on ne fait pas que ça pour soi, on fait ça aussi pour les autres. Important. Et un point, on le reverra peut-être après, hein, que j'ai pas mentionné aussi sur le Mont Hiei, pour vous donner une ordre d'idée de la difficulté de cette ascèse. Le Mont Hiei, c'est une montagne. Et en hiver, il y a beaucoup de neige au Mont Hiei, c'est assez haut. Donc, il y a une partie de l'année où ils font le marathon dans la neige. Donc, juste pour rajouter un petit peu de galère à la galère. Les ascètes prennent 3 repas végétariens par jour et dorment quelques heures avant de reprendre, comme chaque nuit, leur marathon à 2 heures du matin. Auparavant, ils vont puiser de l'eau à la source sacrée pour faire des offrandes et rituels. Durant leur marche rapide, ils doivent porter un couteau et une corde en rappel à la tradition originelle qui voulait que l'ascète mette fin à ses jours en cas d'échec. Les 40 km du parcours du marathon sont ponctués d'autels et de tombes indiquant les endroits où des moines sont décédés. L'ambiance. À 27 ans, Ganyu Shimazu fait partie de ceux qui aimeraient accomplir leur ascèse des 1000 marathons. Après avoir effectué la période initiale des 100 jours, il est aujourd'hui en charge du temple Sogenji, situé sur le parcours. Mes premiers pas dans l'enseignement du Bouddha remontent à 13 ans. Juste une petite pause, il est très très bébou, son petit temple, il est trop mignon. J'aimerais bien avoir un petit temple pareil, juste de cette taille-là. C'est très très bien pour moi. C'est parfait, absolument parfait. Le temple où nous sommes ici est aussi un centre pour l'ascèse nommé Imuro Kayogyo. J'ai la chance d'avoir été nommé dans ce temple, mais si l'occasion le permet, j'aimerais bien entrer en ascèse des 1000 jours. Cependant, tout cela demande réflexion. Mon maître est âgé à présent et je souhaite m'occuper de lui. Ah oui, non, ça c'est son vrai temple, d'accord, oui, ok. Non, c'est un peu trop grand pour moi, je suis désolé. Peine un mois que je suis ordonné moine supérieur, j'ai des responsabilités dans ma fonction. Je suppose que ce que vous imaginez être le plus difficile est l'aspect physique ou mental. Mais dans le bouddhisme Tendai, la difficulté se place plutôt dans la discipline que nous devons nous infliger à nous-mêmes pour intégrer toutes les ascèses et pour se les approprier. Je pense vraiment que c'est dans cette discipline que réside la difficulté. Ah oui, le frottage de chapelet là dont je parlais. C'est ainsi que depuis le 9e siècle se perpétue sur le mont sacré Hiei la tradition du bouddhisme Tendai, connue pour sa discipline rigoureuse. 12 ans d'enseignement sont nécessaires pour intégrer les différentes ascèses sur le chemin de l'éveil. Écoutez, on va lancer la deuxième partie. Normalement, on a juste le temps, ça va être parfait. On aura juste le temps de méditer ensemble. Excellent. Je vais juste passer l'intro, histoire de gagner un tout petit peu de temps. C'est un document. La suite.
petite arrêt. Je reviens sur les sandales du mec, hein, parce que pareil, il faut pas imaginer que vous faites ça avec vos super chaussures de marche, hein. Bien entendu, on n'est pas sur, on n'est pas sur le fun, hein, là, vous allez faire vos 1000 marathons avec des sandales en paille, voilà, hein. Parce que c'est comme ça que ça se fait traditionnellement. Quête de soi, volonté de repousser ses limites, expérience extrême, le moine de l'école Tendai qui entreprend l'ascèse des 1000 marathons expérimente tout cela à la fois. Au tout début, je ne comprenais pas. J'effectuais le parcours sans le maîtriser. Maintenant, j'ai l'impression de le connaître par cœur. Je peux dire que j'éprouve un sentiment de bien-être. Il me semble que les jours suivants vont me procurer des moments de plénitude. Je suis plutôt court sur jambes. Aussi, j'ai tendance à faire de petites foulées quand je marche, ce qui donne l'impression que je cours. En fait, c'est plutôt une marche rapide. Je rentre tous les matins à l'heure, ce qui me fait penser que ma marche est bien soutenue. Salut J'ai trouvé un bon Ibrahimovic. rythme que je compte garder. La réussite de l'ascèse des 1000 marathons de l'école Tendai se fait au bout de 1000 jours de marche éprouvante répartis sur 7 ans. Endo Mitsunaga a terminé son ascèse en 2009. Il est considéré comme l'un des 6 Bouddhas vivants au Japon. À l'origine, j'ai commencé l'ascèse à cause d'une maladie. À l'âge de 15 ans, j'ai failli mourir, car j'avais de l'asthme. J'étais très fragile. On m'a recommandé de venir ici sur le mont Hiei. Par la suite, je me suis rétabli et j'ai retrouvé la santé. Entreprendre l'ascèse des 1000 marathons était une façon d'exprimer ma reconnaissance. Incroyable, il part avec de l'asthme en plus, waouh. Respect quand même. Pour aller prier, on se doit d'utiliser ses deux jambes. La marche est le moyen de l'ascèse. La prière en est le but. Le plus important est de se rendre sur les lieux du culte pour prier. Oui, c'est ça qui est important, hein, parce que beaucoup de gens, quand ils imaginent cette histoire de moine marathonien, ils imaginent qu'ils se contentent juste de faire le tour du Mont Hiei et c'est tout. En fait, non, pas du tout. Le but, c'est réellement de s'arrêter à plein d'endroits de culte différents pour voilà, prier, vénérer, etc. Donc ça reste une ascèse qui a quand même vraiment un but d'aller honorer différents lieux du Mont Hiei. C'est quand même ça à la base aussi, hein. C'est pas juste de faire le tour en courant, quoi. La récitation des mantras associés à la pratique des mudras, gestes symboliques des mains, permet à l'ascète de se relier au Bouddha. Pour ma part, je peux dire que l'ascèse des 1000 marathons est à l'origine de ma détermination à devenir moine. Je n'en avais pas l'intention, ni de prendre la suite de mon père qui est également moine. Je ne me sentais pas la vocation. Puis, je suis arrivé ici comme novice pour 2 ans. Il y avait des moines en ascèse des 1000 marathons. Ils m'impressionnaient, leur allure, leur mode de vie. Je me suis dit que finalement, être moine, ce n'était pas si mal. C'est un gars qui est un peu intéressant. Il y a pas mal de sous-entendus derrière ce qu'il dit. Alors déjà, je dis bonjour, en profite pour dire bonjour à Michoko et puis merci pour le follow. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow, hein, si vous êtes sur la chaîne et que vous n'avez pas encore follow. Cliquez sur le petit bouton follow, c'est toujours sympathique et vous serez surtout mis au courant. Vous pouvez être mis au courant de quand je lance des lives. Ce qui en est facile, c'est lundi, mercredi, vendredi de 8h à 9h30. Alors juste le petit sous-entendu qu'il y a derrière est intéressant parce qu'il a quand même glissé derrière que son père était moine. Donc ça veut dire que c'est un jeune qui est issu d'une famille de moines, hein. Comme j'expliquais depuis l'époque Meiji, les moines sont autorisés
à se marier et à avoir des enfants. Donc en fait, les moines, le statut de moine et surtout la gestion du temple se transmet historiquement de père en disciple depuis cette époque-là, donc depuis plus de 100 ans. Mais on a l'impression, quand on l'entend, qu'il n'avait pas forcément super envie en fait d'être moine. Pourtant, c'est globalement tout ce qu'il a connu. C'est-à-dire son père était moine, il a grandi dans un temple, etc. Et que c'est en voyant les moines marathoniens qu'il s'est dit « Ah ouais, ok ». Peut-être qu'il s'est dit d'une certaine façon, c'est pas que du business, ou il n'y a pas que cette histoire de faire des cérémonies mortuaires, parce que c'est globalement le travail principal d'un moine au Japon, c'est de conduire des cérémonies pour les personnes qui viennent de décéder ou pour commémorer les différents anniversaires de mort des personnes décédées. Et donc peut-être que lui, c'est quelque chose qui lui parlait pas. Par contre, quand il a vu les moines marathoniens, il s'est dit « Ah ouais, d'accord, en fait, il n'y a pas que ça, être moine. On peut aussi faire ça, c'est plus large que ça, et c'est pas que lié à la mort. » Donc voilà, enfin, je l'extrapole peut-être un petit peu, mais moi, c'est ce que j'ai globalement entendu dans son histoire du « Mon papa était moine », et quand j'ai vu des moines marathoniens, je me suis dit « Ah, en fait, moine, c'est pas si mal. » Lors du marathon, l'ascète doit porter l'habit blanc, couleur de la mort, et respecter strictement le parcours sacré. Il doit s'arrêter pour prier devant les 260 autels ou lieux sacrés du trajet, sans boire ni manger. Oh, j'avais oublié l'anecdote de pas devoir manger, vache. Au départ, c'était très dur de porter des sandales. L'être humain est ainsi fait qu'il s'adapte au point que maintenant, je ne ressens plus aucune douleur. À y penser, c'est effectivement curieux de constater à quel point je me suis habitué. Depuis quand, je ne saurais dire. Depuis peu, je marche sans éprouver aucune douleur. Je dirais qu'une projection spirituelle émane des gyoja. Nous, laïcs, avons l'occasion de les suivre lorsqu'ils descendent du mont Iai pour aller prier dans Kyoto. Quand j'étais jeune, je les suivais lors des processions. Leur trajet passe par Kyoto, où ils vont de maison en maison pour donner la bénédiction. Il y a 3 jours réservés à cela, au mois de juin. J'ai eu l'occasion de les suivre et je ne sais pas comment exprimer mon sentiment, mais ils m'apportent beaucoup. Je me sens heureuse quand je les vois. Et voilà, c'est ce qu'on disait, le côté Mahayana, côté Bodhisattva, donc l'idée de faire cette ascèse pas pour toi, mais pour les gens autour, les gens de Kyoto, etc. Donc derrière, ils vont aller donner des mérites, ils vont aller bénir les gens de la capitale. Donc voilà, ils gardent pas que ça pour eux en disant ouais, je suis un surhomme, c'est tout pour moi, quoi. Mitsunaga est le maître des 3 moines qui effectuent cette année leur ascèse. 2 sont au stade initial des 100 premiers marathons. Le 3e entame la période des 500 jours. J'enseigne le circuit du pèlerinage aux ascètes. C'est ma responsabilité de transmettre cet enseignement. L'expliquer verbalement, c'est bien. Mais la meilleure façon, c'est bien sûr de faire le parcours avec eux. Je les conduis moi-même dans la montagne, sur les chemins. Mon devoir vis-à-vis des gyoja est de les guider, de les rendre indépendants le plus rapidement possible, afin qu'ils soient totalement autonomes. Quand je vois leurs sandales, je pense ampoule, mais tellement fort. Je pense que je suis quelqu'un qui se lasse très rapidement. Je dois me corriger, m'améliorer grâce à la pratique de l'ascèse. Cela aussi en fait partie. Uemura Gyushao a accompli son parcours sacré il y a 15 ans. C'est aujourd'hui le responsable du temple Isakiji à côté de Kyoto. Sennichi signifie 1000 jours. On doit parcourir 1000 fois le même chemin. En d'autres termes, il est plus facile d'effectuer le même trajet maintes fois. Ainsi, on s'habitue et on devient plus à l'aise. Le chemin devient une partie de nous-mêmes. Effectuer le parcours de nuit, c'est se concentrer sur l'action de marcher. On peut avancer pas à pas, à la lumière de la lampe. À l'inverse, en plein jour, notre regard est attiré par diverses choses.
Il est donc plus difficile de se concentrer sur la marche pendant la journée. Seuls les moines ayant accompli les 500 jours du pèlerinage sont autorisés à porter le chapeau de paille roulé en forme de lotus, symbole de l'élévation spirituelle. Enami Dayajar. Ah, bonjour, BandyJack65. Et oui, effectivement, qui dit intéressant, mais quelle force de corps et d'esprit. Oui, c'est incroyable. C'est une prouesse autant physique que mentale, parce qu'il y a le côté physique d'enchaîner tous ces marathons, et le côté, en plus, avec peu de sommeil, ils le disent, ils attaquent le marathon à 2 h du matin. Ils ont quand même aussi d'autres obligations en tant que moine au Mont Hiei. Donc, il faut derrière une force mentale qui est juste impressionnante. Paris a terminé son ascèse en 1998. Considéré comme un Bouddha vivant au Japon, c'est un grand maître Tendai suivi par de nombreux fidèles. Pour ma part, je ne me trouve pas très efficace, ni très intelligent. Mais malgré mes capacités limitées, j'ai été autorisé à entrer en ascèse des 1000 marathons et je l'ai accompli sans incident. Personnellement, je fais l'expérience de me sentir aidé grâce à la prière. J'ai voulu que ce temple devienne un lieu où les personnes ayant des tourments, des ennuis, des peines, puissent trouver du réconfort en priant ensemble le Bouddha. Vous voyez là tous les gestes de main qu'il fait, hein, tout ça est codifié. Chaque geste de main a une signification pendant le rituel. C'est ce à quoi je me consacre depuis mon arrivée ici. Ah, Librahimovic qui lui demande la question, c'est sur Kyoto. Alors en fait c'est au Mont Hiei, donc ce qui est une montagne, c'est un complexe de temples qui est sur une montagne qui est au nord-est de Kyoto, qui est accessible dans la journée depuis Kyoto. Il y a des trains, des bus et un téléphérique qui y va. Donc voilà, c'est une visite que je disais au début, hein, c'est une visite que je recommande de faire si vous êtes sur Kyoto et que vous en avez marre de la foule du centre de Kyoto et des grosses attractions touristiques classiques. Vous pouvez aller au Mont Hiei, vous serez dans la montagne, dans un complexe de temples avec quasiment que des Japonais. Et franchement, ça vaut vraiment le coup pour se faire une escapade Japon traditionnel et nature. Parce qu'en plus, vous devrez marcher un petit peu dans la montagne et tout. Vous repenserez aux moines marathoniens à ce moment-là. Donc voilà, effectivement, c'est plus ou moins sur Kyoto, hein, du coup, parce que c'est vraiment juste à côté, quoi. Parmi toutes les pratiques ascétiques rigoureuses des religions du Japon, l'ascèse des 1000 marathons se distingue par le fait qu'elle dit clairement qu'interrompre la pratique équivaut à mourir. Ou bien, si l'on ne peut pas l'accomplir, que l'on se donne la mort. L'ascèse est notre propre vie. La rigueur réside dans le fait que nous risquons de la perdre. Si vous êtes prêt à accepter la mort, alors vous êtes capable de surmonter les plus grandes difficultés. Dans notre monde, le fait de revêtir cet habit de couleur blanche implique cet état d'esprit. On l'appelle le vêtement de la mort, et on le porte tout au long de l'ascèse. Si on a un accident au cours du pèlerinage, ou un empêchement pour continuer, nous devons nous donner la mort. Nous entrons en ascèse en acceptant expressément cette condition. Au cours de la 5e année, intervient la partie la plus difficile de l'ascèse. Alors là, ça va devenir hardcore, parce que si vous imaginiez que la partie marathon, c'était la partie hardcore du truc, ok, là où vous n'êtes pas prêt, la suite est extrêmement violente. Pendant 9 jours, le moine doit prier constamment le Bouddha, sans boire ni manger. De plus, 2 moines l'accompagnent pour s'assurer qu'il reste éveillé. Le fait de rester en vie au bout du 9e jour dépend d'une force d'origine surnaturelle. Bien sûr, se sentir entouré réconforte beaucoup. C'est Fudomyo, déité protectrice du mont Hiei, qui permet cela. Donc, récapitulatif, hein, donc l'ascèse consiste à rester en vie pendant 9 jours, sans boire, sans manger et sans dormir, ce qui est humainement impossible. Je rappelle, c'est normalement, c'est humainement impossible. Après, je pense que cette partie de l'ascèse, elle intervient après qu'ils aient fait, je ne sais plus combien de jours ils disaient, de centaines de marathons qu'ils ont fait. Donc je pense qu'en fait, ils ont un corps, sachant qu'ils sont entraînés à faire les marathons sans boire et tout, hein.
Je pense qu'ils ont un corps et un mental qui est tellement violent, qu'ils sont capables, enfin tellement bourrin, qu'ils sont capables de faire une prouesse qui est humainement impossible. Et là, vous le voyez sur cette image-là, on va le voir défiler après. Moi, j'avais vu un reportage un peu plus long sur les moines marathoniens, où il détaille un peu plus cet aspect-là. Et en fait, on voit le moine de jour en jour vraiment s'affaiblir. Et ce qu'il doit faire, c'est tous les soirs, c'est terrible hein, comme assesse, tous les soirs, il doit aller chercher de l'eau dans un puits pour le donner en offrande au Bouddha. Et à la fin vraiment des 9 jours, c'est là, dans l'état dans lequel il est là, il arrive quasiment plus à marcher parce que le gars, il a pas bu et pas mangé, pas dormi depuis 9 jours. Et il y a des aides qui vraiment, ils le soutiennent pour qu'il puisse aller au bout du truc. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Je suis un moine Jodo Shinshu, hein, je ne fais pas ce genre de choses, je suis un moine pépère. Hein. Mais c'est vraiment admirable. Et c'est surtout incroyable parce que c'est humainement impossible. C'est humainement. Ils ont des mecs qui les restent à côté d'eux pour les éveiller tout le temps. Libra Imovic, pardon. En fait, ils sont accompagnés tout le temps de mecs pour s'assurer qu'ils trichent pas. Elle nous indique que nous pouvons continuer et nous permet d'avancer. Nous recevons ensuite le titre de Hajari, ou grand maître. Enfin, vous voyez le mec là sur la photo, il est littéralement au bout de sa vie. J'aurais aimé retrouver, mais j'ai pas retrouvé le reportage où on les voit vraiment filmer quand il fait cette partie-là. C'est très dur à regarder parce qu'on voit vraiment que le mec est au bord de la mort, quoi. C'est incroyable. Pour qu'à notre tour, nous puissions guider les pratiquants. Les 9 jours de jeûne permettent de se dépasser. Ils sont une étape essentielle dans l'ascèse. Ensuite, nous descendons de la montagne prier pour les fidèles. Cela fait 5 ans que j'ai terminé mon Kaogyo. Et juste pour finir avec cette histoire d'ascèse de 9 jours là, ce qu'ils expliquaient dans l'autre reportage que j'avais vu, c'est que la dernière chose qu'ils font pour finaliser cette partie de l'ascèse, en fait, c'est avant de boire, ils offrent d'abord une dernière fois au Bouddha et ensuite seulement ils peuvent boire un thé. C'est impressionnant au niveau force mentale, c'est juste incroyable. Mais je pense qu'il se poursuivra tout au long de ma vie. Aux confins du chamanisme, le jeûne de 9 jours se conclut par un rituel dédié à Fudumyo, où l'ascète se doit de fusionner avec la divinité du feu. Alors seulement, il deviendra maître instructeur et pourra transmettre son expérience. Le Kaiyogyo est à l'image de la vie humaine, de la naissance jusqu'à la mort. C'est un processus qui nous permet de transmettre aux laïcs ce que l'on a ressenti et acquis en premier lieu, ainsi que les prières dédiées au Bouddha. C'est de cette façon que j'utilise mon expérience. Je sais pas pourquoi, mais lui, il me détend extrêmement. Juste sa voix et son visage me détendent. Il a l'air vraiment très très sympathique. Et Cartichu qui dit Koh-Lanta pour ces petits joueurs. Ouais, là, c'est sûr que le coup des poteaux et autres, hein, là on rigole. Hein. On rigole un peu. Hein. Au Japon, les 6 moines qui ont réussi leur pèlerinage des 1000 marathons sont vénérés comme des saints. L'étonnante ascèse du Kaiyogyo est une précieuse méditation qui conduit les pratiquants Tendai sur les pas du Bouddha. Donc voilà pour ce petit épisode de Sagesse Bouddhiste. Je vais juste regarder, est-ce qu'il recommande des bouquins à ce sujet-là ou est-ce que... j'ai pas l'impression... Dommage. Effectivement, il y a dû y avoir des bouquins qui sont sortis sur les moines marathoniens, ça me dit quelque chose. Je les ai pas de mon côté, mais je sais juste pas si c'était en français ou en anglais, c'est une bonne question. Mais voilà, en tout cas, ça vous donne déjà un premier aperçu. Et si vous avez l'occasion d'aller à Kyoto sur les chemins du mont Hiei, vous aussi, voilà, vous repenserez aux moines marathoniens quand vous ferez le petit trajet du téléphérique jusqu'au premier temple et vous direz, ok, genre là j'ai marché une borne, même pas. Il en reste 40, let's go.